Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux histoires extraordinaires de survie et de vision. Aujourd'hui, nous vous racontons l'incroyable épopée de Jean-Baptiste Laforge, paysan visionnaire du nord de la France, qui, en 1879, prit une décision que tous ses contemporains jugèrent complètement folle: abandonner les terres fertiles de son village natal pour s'installer avec sa famille au cœur des plaines désolées de Champagne-Ardenne, réputées impropres à l'agriculture et balayées par tous les vents. Cette histoire vraie révèle comment l'intuition d'un homme simple peut défier la sagesse collective et sauver des vies quand la nature déchaîne sa fureur. Cette chronique authentique, basée sur des archives familiales et des témoignages d'époque, nous plonge dans la France rurale du XIXe siècle, où les décisions de vie ou de mort dépendaient souvent de l'observation minutieuse de la nature et de la capacité à anticiper ses caprices. Laforge nous enseigne que parfois, ce qui semble être de la folie pure peut se révéler être la plus haute forme de sagesse pratique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants de courage et d'intuition. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous captive et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer de partager ces leçons de vie extraordinaires. Préparez-vous à découvrir comment un homme traité de fou devint le sauveur de centaines de personnes. John Cribb. Paragraphe 1. L'automne 1879 marqua un tournant décisif dans la vie de Jean-Baptiste Laforge, paysan de 43 ans, originaire du prospère village de Marouaille, dans le nord de la France. Cet homme aux mains rugueuses et au regard perçant, qui avait hérité de son père une exploitation agricole florissante de 15 hectares, prit soudainement une décision qui stupéfia toute sa communauté. Il annonça publiquement son intention de vendre ses terres fertiles et ses bâtiments pour s'installer avec sa femme Marie-Claire et leurs 5 enfants dans les plaines désolées de Champagne-Ardenne, réputées stériles et inhabitables depuis des siècles. Cette décision, apparemment insensée, trouvait ses racines dans une observation minutieuse que Laforge menait depuis plus de 10 années. Doté d'une curiosité naturelle pour les phénomènes météorologiques, il tenait depuis 1869 un journal personnel où il consignait quotidiennement les variations du temps, la direction des vents, les formations nuageuses et surtout les corrélations qu'il établissait entre ces phénomènes et les événements climatiques extrêmes qui frappaient périodiquement sa région. Cette passion pour l'observation météorologique, héritée de son grand-père maternel qui avait été berger dans les Alpes, lui avait permis de développer une intuition remarquable des cycles climatiques. « Jean-Baptiste a perdu la raison », murmurait-on dans les chaumières de Marouaille, quand la nouvelle se répandit. Abandonner de si bonnes terres pour aller s'enterrer dans ces plaines maudites de Champagne, c'est de la pure folie. Le maire du village, Édouard Delattre, tenta même d'organiser une intervention familiale pour dissuader celui qu'il considérait comme l'un des agriculteurs les plus compétents de sa commune. « Laforge, lui dit-il solennellement, vous avez ici tout ce qu'un paysan peut désirer. Des terres riches, des voisins solidaires, un marché proche pour vos récoltes. Pourquoi diable voulez-vous partir vers ces étendues désertes ?» La réponse de Laforge déconcertait ses interlocuteurs par sa simplicité apparente et sa complexité sous-jacente. « Monsieur le maire, j'observe le ciel depuis des années, et je vois des signes que vous ne voyez pas. Ces plaines que vous appelez désertes vont bientôt devenir le seul refuge possible contre ce qui se prépare. » Cette explication cryptique, qu'il refusait d'élaborer davantage, alimentait les rumeurs sur sa supposée démence naissante. Ses propres frères, Paul et Henri, tentèrent de le raisonner. « Jean-Baptiste, nos ancêtres ont cultivé ces terres pendant des siècles. Pourquoi serais-tu plus malin qu'eux ?» Cependant, Laforge possédait des informations que ses contemporains ignoraient ou négligeaient. Ses correspondances avec des météorologistes amateurs de toute l'Europe, réseau qu'il avait patiemment constitué en échangeant ses observations contre celles d'autres passionnés, lui avaient révélé des patterns climatiques troublants. Les hivers devenaient progressivement plus rudes dans le nord de l'Europe, les vents dominants modifiaient leurs trajectoires habituelles, et surtout,
Les chutes de neige gagnaient en intensité et en durée dans des régions qui en connaissaient traditionnellement peu. Son analyse l'amenait à une conclusion terrifiante. Un hiver d'une sévérité exceptionnelle se préparait, probablement pour la décennie 1880, et les régions habitées du Nord, avec leurs villages encaissés et leurs vallées exposées au vent, seraient particulièrement vulnérables. Les plaines dégagées de Champagne-Ardenne, malgré leur réputation d'aridité, offraient selon lui de meilleures conditions de survie. Visibilité parfaite pour anticiper les tempêtes, absence d'obstacles pour les vents qui éviteraient les accumulations de neige, et surtout, possibilité de construire des habitations spécialement conçues pour résister aux conditions extrêmes. L'opposition de sa propre famille constituait l'épreuve la plus douloureuse pour Laforge. Marie-Claire, son épouse depuis 20 ans, oscillait entre confiance aveugle en son mari et terreur pour l'avenir de ses enfants. Jean-Baptiste a toujours eu raison dans ses prévisions météorologiques, reconnaissait-elle. Mais cette fois, il nous demande de tout sacrifier pour des plaines que même les loups évitent. Leurs enfants, âgés de 8 à 18 ans, ne comprenaient pas pourquoi leur père voulait les arracher à leur école, leurs amis, leur environnement familier pour les emmener vers l'inconnu. La vente de l'exploitation familiale, finalisée en novembre 1879, provoqua une véritable commotion dans la région. Les acheteurs, des bourgeois lillois en quête de placements fonciers, profitèrent de la situation pour acquérir ces terres excellentes à un prix dérisoire, convaincus de conclure l'affaire du siècle avec ce paysan devenu fou. Le produit de cette vente, considérablement inférieur à la valeur réelle du domaine, finança néanmoins l'achat d'un terrain vague de 50 hectares au cœur de la Champagne crayeuse, près du village fantôme de Sompuy, abandonné depuis la guerre de 100 ans. Le départ de la famille Laforge, par un matin brumeux de décembre 1879, ressemblait davantage à un exil qu'à un déménagement volontaire. Tout le village s'était rassemblé pour assister au spectacle de ce qu'il percevait comme un suicide collectif. Les 2 charrettes bâchées qui emportaient de leurs maigres possessions vers l'est furent suivies des regards apitoyés et des hochements de tête désabusés de leurs anciens voisins. « Nous ne les reverrons jamais », prophétisait sombrement le curé du village, l'abbé Moreau. « Ils vont mourir de froid et de faim dans ces steppes maudites. » Pourtant, dans sa dernière lettre au maire de Lattre, Laforge avait écrit avec une conviction tranquille qui troublait ses lecteurs. « Monsieur le maire, je vous demande de conserver cette lettre et de la relire dans 5 ans. Vous comprendrez alors que ce que vous appelez folie était en réalité la plus élémentaire des sagesses. Les plaines vides que nous choisissons aujourd'hui deviendront bientôt le refuge de ceux qui auront la chance d'y trouver abri. Gardez confiance dans la providence et dans l'observation attentive de la nature qui ne ment jamais. » Cette dernière phrase résumait toute la philosophie de cet homme extraordinaire qui, contre l'avis de tous, s'apprêtait à démontrer que l'intuition d'un observateur patient peut parfois surpasser la sagesse collective de toute une époque. Son pari insensé avec l'avenir allait bientôt révéler sa véritable dimension prophétique. Dörghoffers. Paragraphe 2. L'installation de la famille Laforge dans les plaines désolées de Champagne-Ardenne, durant l'hiver 1879-1880, teint du défi permanent contre un environnement d'une hostilité extraordinaire. Le terrain qu'ils avaient acquis s'étendait sur un plateau crayeux battu par tous les vents, où seules quelques touffes d'herbes rares et des buissons rabougris témoignaient d'une vie végétale précaire. Le paysage, d'une désolation lunaire, s'étendait à perte de vue sans le moindre relief pour offrir un abri naturel contre les intempéries. « On se croirait au bout du monde », murmurait Marie-Claire en contemplant cette immensité vide où leur famille constituait désormais le seul point de vie humaine visible. La construction de leur nouvelle habitation révéla toute l'ingéniosité de Jean-Baptiste Laforge et la logique profonde de son choix d'emplacement. Contrairement aux fermes traditionnelles du Nord, bâties en hauteur avec des murs épais pour conserver la chaleur, il conçut une maison semi-enterrée, creusée à même la craie tendre du plateau. Cette architecture révolutionnaire, inspirée de ses observations sur les habitats des bergers alpins et des descriptions d'habitations sibériennes qu'il avait lues dans des revues scientifiques, visait à utiliser l'inertie thermique du sol pour maintenir une température stable, quelle que soit la rigueur extérieure.
Papa a perdu l'esprit, se plaignait Auguste, leur fils aîné de 18 ans, en voyant son père creuser inlassablement dans la craie gelée avec l'aide de toute la famille. Les gens normaux construisent leur maison sur la terre. Pas dedans. Nous allons vivre comme des taupes. Ces protestations juvéniles masquaient mal l'admiration que suscitait chez tous les membres de la famille l'énergie déployée par le patriarche qui, du lever au coucher du soleil, façonnait leur refuge futur avec une détermination que rien ne semblait pouvoir ébranler. La conception de cette maison bunker révélait une connaissance approfondie des phénomènes thermiques et météorologiques que la forge avait acquises par des années d'observation et de correspondance avec des spécialistes européens. Les pièces principales étaient disposées en étoile autour d'une cheminée centrale massive, construite avec des pierres calcaires récupérées des ruines du village de Sompuis. Cette cheminée, véritable cœur du système de chauffage, était conçue pour diffuser la chaleur uniformément dans toutes les pièces grâce à un réseau de conduits creusés dans les murs de craie. Les fenêtres, réduites au minimum indispensable pour limiter les déperditions de chaleur, étaient toutes orientées vers le sud pour capter le maximum de lumière et de chaleur solaire durant les courtes journées d'hiver. Un ingénieux système de double vitrage, fabriqué artisanalement avec des morceaux de verre récupérés et de la graisse d'étanchéité, créait une isolation thermique remarquable pour l'époque. Montmarie invente des systèmes que même les ingénieurs parisiens ne connaissent pas, observait Marie-Claire avec un mélange de fierté et d'inquiétude. L'approvisionnement en eau constituait un défi majeur dans cette région réputée aride. Cependant, les connaissances hydrogéologiques empiriques de la forge, acquises lors de ses prospections dans le nord, lui permirent de localiser une nappe phréatique peu profonde en observant la végétation résiduelle et en analysant la composition du sous-sol crayeux. Le puits qu'il creusa à 30 mètres de la maison révéla une eau pure et abondante qui ne tarissait jamais, confirmant son intuition sur les ressources cachées de ces terres réputées stériles. Pour l'alimentation, la forge avait constitué des réserves considérables durant l'été et l'automne précédents. Des tonnes de céréales, de légumes secs, de viande salée et fumée s'entassaient dans les caves-réserves creusées autour de l'habitation principale. Cette accumulation de vivres, qui avait épuisé une grande partie du produit de la vente de leur ancienne ferme, était calculée pour permettre à la famille de survivre en autarcie complète pendant au moins 2 années, sans aucun approvisionnement extérieur. L'élevage était adapté aux conditions extrêmes du plateau. Quelques chèvres robustes, capables de survivre avec une alimentation frugale, des lapins élevés dans des clapiers souterrains à température constante, et surtout un troupeau de moutons d'une race rustique d'Écosse, habitués au climat rigoureux et capables de trouver leur nourriture même sous la neige. Ces animaux, logés dans des étables semi-enterrées adjacentes à l'habitation, bénéficiaient d'un système de chauffage par circulation d'air chaud provenant de la cheminée centrale. L'isolement de la famille était total durant ces premiers mois d'installation. Le village le plus proche, Vitry-le-François, se trouvait à plus de 20 kilomètres par des chemins impraticables en hiver. Les rares voyageurs qui apercevaient de loin cette construction étrange au milieu du plateau désert la prenaient pour les ruines d'une ancienne fortification et n'osaient pas s'en approcher. Cette solitude, d'abord douloureuse pour les enfants habitués à la vie communautaire du village, finit par créer une solidarité familiale exceptionnelle, où chaque membre avait un rôle précis dans la survie collective. La forge consacrait ses soirées à parfaire son système d'observation météorologique, installant sur le toit de sa maison bunker une série d'instruments de mesure rudimentaires mais efficaces, anémomètre artisanal pour mesurer la vitesse des vents, baromètre de fortune pour anticiper les changements de pression, thermomètre multiple pour suivre les variations de température. Ces relevés quotidiens, consignés dans des cahiers qu'il conservait précieusement, lui confirmaient que ses prévisions catastrophiques pour les hivers à venir étaient fondées sur des évolutions climatiques réelles et mesurables. Au printemps 1880, quand les premières lettres arrivèrent du nord avec des nouvelles de l'ancien village, la famille Laforge découvrit que l'hiver avait été particulièrement rigoureux dans leur région d'origine. Plusieurs fermes avaient subi des dégâts importants à cause des chutes de neige exceptionnelles et des vents violents. Ces nouvelles confortèrent Laforge dans sa décision, mais il savait que ce n'était qu'un avant-goût de ce qui l'attendait.
Son intuition lui disait que le véritable test de sa prophétie climatique n'avait pas encore eu lieu. 7 paragraphe 3. L'été 1880 transforma temporairement les plaines de Champagne-Ardenne en un environnement plus clément, permettant à la famille Laforge de parfaire son installation et de développer un système agricole adapté aux conditions extrêmes qu'ils anticipaient. Jean-Baptiste profita de cette période de répit pour mettre en œuvre des innovations techniques qui révélèrent son génie pratique et sa compréhension intuitive des cycles naturels. Ces mois de travail acharné allaient s'avérer cruciaux pour leur survie lors de l'épreuve qui se préparait. La création d'un potager productif dans cette terre réputée stérile constitua le premier défi majeur que releva Laforge avec une ingéniosité remarquable. Analysant la composition crayeuse du sol, il développa un système d'amendement révolutionnaire basé sur le compostage intensif des déjections animales mélangées aux résidus végétaux et aux cendres de sa cheminée. Cette terre artificielle, enrichie et structurée par des apports organiques constants, se révéla d'une fertilité surprenante, qui produisit des légumes robustes, parfaitement adaptés au climat rigoureux du plateau. Jean-Baptiste fait pousser des légumes là où même les mauvaises herbes ne veulent pas pousser, s'émerveillait Marie-Claire en contemplant les rangées de choux, navets et pommes de terre qui prospéraient dans ce qui était encore l'année précédente un désert crayeux. Cette réussite agricole contre toute attente démontrait que les terres maudites n'étaient en réalité que des terres mal comprises, et que l'observation scientifique pouvait transformer l'hostilité apparente de la nature en ressources productives. L'aménagement du territoire autour de l'habitation révélait une stratégie de survie à long terme soigneusement planifiée. Laforge créa un réseau de chemins surélevés reliant les différents bâtiments de l'exploitation, chemins conçus pour rester praticables même sous d'importantes chutes de neige. Ces passages, bordés de murets en pierre sèche récupérés des ruines environnantes, permettraient de maintenir la circulation entre la maison, les étables, les réserves et le puits même dans les conditions les plus extrêmes. Le système de communication avec l'extérieur révélait également la prévoyance exceptionnelle de cet homme. Il installa au sommet d'une tour de guet construite au point culminant de son terrain un système de signalisation optique basé sur des miroirs et des feux permettant de communiquer en morse avec les villages environnants en cas d'urgence. Cette innovation, inspirée des systèmes de télégraphie optique militaire, garantissait que la famille ne serait jamais complètement coupée du monde même en cas d'isolement total par les intempéries. Les enfants Laforge, initialement réticents à cette vie d'isolement, développaient progressivement des compétences exceptionnelles adaptées à leur nouvel environnement. Auguste, l'aîné, devint un expert en construction et en mécanique, aidant son père à concevoir des mécanismes ingénieux pour optimiser le fonctionnement de leur exploitation autonome. Louise, 16 ans, excellait dans l'élevage et la conservation des aliments, maîtrisant des techniques de salaison, fumage et conservation que sa mère lui transmettait. Les plus jeunes, Pierre, Marie et Julien, développaient une résistance physique remarquable et une connaissance intuitive de la météorologie qui impressionnait même leur père. L'observation scientifique continuait à occuper une place centrale dans la vie quotidienne de Laforge. Ces relevés météorologiques de l'été 1880 confirmaient ses prévisions alarmantes. Les variations de pression atmosphérique, la direction inhabituelle des vents dominants et surtout l'apparition de formations nuageuses atypiques pour la saison indiquaient que le système climatique européen subissait des perturbations majeures qui annonçaient un bouleversement imminent. Les rares visiteurs qui parvenaient jusqu'à leur installation repartaient, soit convaincus du génie de Laforge, soit persuadés de sa folie complète. Le docteur Martineau, médecin de campagne de Vitry-le-François qui effectua une visite médicale de routine en août 1880, témoigna plus tard. « J'ai découvert une famille vivant dans des conditions spartiates mais parfaitement organisées, avec un chef de famille qui combinait l'intelligence d'un ingénieur, l'intuition d'un météorologiste et la sagesse pratique d'un paysan. Soit cet homme est un génie méconnu, soit il prépare le plus grand échec de l'histoire agricole française. » La correspondance que Laforge entretenait avec ses contacts scientifiques européens lui apportait des informations troublantes qui confirmèrent ses craintes. Un météorologiste amateur de Norvège lui signalait des migrations d'oiseaux arctiques
inhabituellement précoce et massive. Un observateur suisse notait des chutes de neige estivales à des altitudes anormalement basses. Un collègue prussien rapportait des aurores boréales visibles à des latitudes exceptionnellement méridionales. Tous ces signes convergents dessinaient le tableau d'un système climatique en profonde mutation. L'automne 1880 vit Laforge intensifier ses préparatifs avec une urgence nouvelle. Il fit construire des abris supplémentaires pour protéger ses animaux, creusa de nouvelles réserves souterraines pour stocker du combustible et des vivres, et surtout, installa un système de chauffage d'urgence basé sur la combustion de la tourbe qu'il avait découverte dans une dépression marécageuse à proximité de son terrain. Ces préparatifs, d'une ampleur qui paraissait démesurée pour un simple hiver, révéleraient que Laforge s'attendait à affronter une épreuve d'une intensité exceptionnelle. En novembre 1880, les premières lettres alarmantes commencèrent à arriver de toute l'Europe. Ses correspondants scientifiques rapportèrent des phénomènes météorologiques inquiétants. Chute de neige précoce en Scandinavie, gelées exceptionnelles en Allemagne, perturbation des courants marins en Atlantique Nord. Ces informations, rassemblées et analysées par Laforge, confirmaient ses prévisions les plus pessimistes. L'hiver qui approchait ne serait pas un hiver ordinaire, mais probablement l'hiver le plus rigoureux que l'Europe ait connu depuis des siècles. C'est avec cette certitude terrifiante que Laforge entreprit les ultimes préparatifs de ce qui allait devenir l'épreuve de vérité de sa vision prophétique. Dans ses dernières lettres avant l'arrivée de l'hiver, il écrivait à ses anciens voisins du Nord « Mes chers amis, l'heure de vérité approche. Dans quelques semaines, vous comprendrez pourquoi j'ai quitté nos bonnes terres pour ces plaines que vous appelez maudites. Puisse Dieu vous protéger de ce qui vient, et puissent vos maisons résister à la tempête que mes observations annoncent depuis si longtemps. » Dragaver. Paragraphe 4. L'hiver 1880-1881 commença de manière trompeusement douce, avec des températures clémentes qui perdurèrent jusqu'à la mi-décembre, alimentant les moqueries des sceptiques qui avaient suivi de loin l'aventure de la famille Laforge. Voilà bien la preuve que notre fou de Laforge s'est trompé, ricanait-on dans les bistrots de Maroilles. Son grand hiver catastrophique ressemble pour l'instant à un printemps prolongé. Ces railleries parvenaient aux oreilles de la famille, isolée, par le biais des rares marchands itinérants qui s'aventuraient encore jusqu'à leur plateau, et elles inquiétaient particulièrement Marie-Claire, qui commençait à douter de l'intuition de son mari. Cependant, Jean-Baptiste Laforge demeurait imperturbable face à ces critiques, car ses instruments de mesure lui révélaient l'un des signes que les profanes ne pouvaient le percevoir. La pression atmosphérique chutait de manière anormalement rapide. Les vents changeaient constamment de direction selon des patterns chaotiques qu'il n'avait jamais observés, et surtout, la température de son puits descendait de jour en jour, indiquant que les masses d'air froid s'accumulaient déjà dans les hautes atmosphères. Cette douceur n'est qu'un piège de la nature, expliquait-il patiemment à sa famille inquiète. Plus elle se prolonge, plus terrible sera la chute quand elle viendra. Le 18 décembre 1880, ces prévisions commencèrent à se vérifier de manière spectaculaire. En l'espace de quelques heures, la température chuta de 15 degrés, passant de plus 8 degrés à 7 degrés sucrés, tandis que le ciel se couvrait d'un voile nuageux dense et uniforme qui filtrait la lumière solaire en créant une ambiance crépusculaire inquiétante. Les animaux de la ferme manifestaient une nervosité inhabituelle. Les moutons se rassemblaient instinctivement dans les coins les plus abrités de leur enclos, les chèvres refusaient de sortir de leur étable et même les lapins semblaient agités dans leur clapier souterrain. « Ça y est », annonça simplement Laforge à sa famille réunie dans la pièce principale de leur habitation semi-enterrée. « Ce que j'attends depuis des années va enfin arriver. Dans les prochaines heures, nous allons assister au début de la plus terrible tempête de neige que l'Europe ait connue depuis des siècles. À partir de maintenant, nous ne sortirons plus de cette maison que pour l'absolue nécessité et toujours en suivant les chemins surélevés que nous avons préparés. » Cette annonce, prononcée avec une gravité solennelle, marquait l'entrée de la famille dans la phase critique de leur aventure. Les premières neiges commencèrent à tomber dans la soirée du 19 décembre, d'abord sous forme de flocons légers et clairsemés qui ne semblaient pas annoncer de catastrophe particulière.
Mais Laforge, qui scrutait le ciel avec l'attention d'un général observant les mouvements de l'ennemi, remarquait des détails inquiétants. La taille des flocons augmentait progressivement, leur vitesse de chute s'accélérait, et surtout, le vent commençait à se lever par rafales irrégulières qui annonçaient la formation d'un système dépressionnaire majeur. Dans la nuit du 19 au 20 décembre, la tempête révéla sa véritable ampleur. Les chutes de neige s'intensifièrent de manière exponentielle, accompagnées de vents violents qui atteignaient par moments plus de 100 km à l'heure. Le bruit du vent hurlant autour de leur habitation semi-enterrée créait une symphonie terrifiante qui empêchait tout sommeil. On dirait que tous les démons de l'enfer se sont donné rendez-vous au-dessus de nos têtes, murmurait Marie-Claire en serrant ses enfants contre elle. L'habitation conçue par Laforge révéla immédiatement sa supériorité sur les constructions traditionnelles. Tandis que les vents déchaînés balayaient de la surface du plateau sans rencontrer d'obstacles, la famille vivait dans un cocon protégé où la température restait stable autour de 15 degrés Kelvin grâce au système de chauffage central et à l'isolation naturelle de la craie. Les fenêtres réduites ne laissaient au passé aucun courant d'air et le réseau de conduits de chauffage maintenait une atmosphère confortable dans toutes les pièces. Au matin du 20 décembre, quand Laforge parvint à ouvrir la porte d'entrée pour évaluer la situation, il découvrit un paysage transformé d'une manière stupéfiante. La neige, accumulée par le vent en congères gigantesques, atteignait déjà plus d'1 mètre de hauteur moyenne, avec des amas de plus de 3 mètres dans les creux du terrain. Le plateau, habituellement plat et monotone, était devenu un océan blanc aux vagues figées, où seules dépassaient encore les pointes les plus élevées de leur installation. « Regardez bien ce spectacle », dit-il à ses enfants ébahis qui découvraient pour la première fois la puissance destructrice de la nature déchaînée. Dans les villages du Nord, avec leurs maisons hautes et leurs rues encaissées, cette neige s'accumulerait jusqu'au toit. Ici, sur notre plateau dégagé, elle se répartit uniformément, et les vents l'empêchent de former des amas insurmontables. C'est exactement ce que j'avais prévu. Cette démonstration pratique de la justesse de ses calculs renforçait la confiance de sa famille en ses capacités prophétiques. Le système de chemin surélevé qu'il avait patiemment construit durant l'été se révéla d'une efficacité remarquable. Ces passages, construits à 50 cm au-dessus du niveau normal du terrain et bordés de murets, émergeaient encore largement au-dessus de la couche de neige et permettaient de circuler normalement entre les différents bâtiments de l'exploitation. Cette prévoyance technique garantissait que les soins aux animaux et l'approvisionnement en eau pouvaient continuer malgré les conditions extrêmes. Cependant, la tempête ne faisait que commencer. Les relevés météorologiques de Laforge indiquaient que la pression continuait à chuter, annonçant une intensification encore plus importante des chutes de neige et des vents. Dans son journal, il nota avec une émotion contenue « 20 décembre 1880, la prophétie se réalise. Que Dieu protège ceux qui n'ont pas eu ma chance de pouvoir se préparer à ce qui va suivre. Cette tempête va durer des semaines et transformer l'Europe en désert blanc. » De Gaulle, paragraphe 5. La tempête qui s'abattit sur l'Europe durant les derniers jours de décembre 1880 dépassa même les prévisions alarmistes de Jean-Baptiste Laforge par son intensité et sa durée exceptionnelles. Pendant 6 jours consécutifs, les chutes de neige ne cessèrent pas, alimentées par un système dépressionnaire d'une ampleur inouïe qui aspirait l'humidité de l'Atlantique pour la déverser sous forme solide sur tout le continent européen. Les vents, soufflant en tempête permanente, créaient des congères colossales qui ensevelissaient littéralement des régions entières sous plusieurs mètres de neige tassée et durcie. Depuis leur refuge semi-enterré, la famille Laforge suivait l'évolution de la catastrophe avec un mélange de fascination scientifique et de terreur profonde. Les relevés météorologiques de Jean-Baptiste révélèrent des données extraordinaires, température descendant jusqu'à 32 degrés Kelvin, vent atteignant 120 km à l'heure, accumulation de neige dépassant 4 mètres en certains points du plateau. Nous assistons à un phénomène climatique que l'Europe n'a pas connu depuis le petit âge glaciaire du XVIIe siècle, notait-il dans son journal avec l'excitation du chercheur qui voit ses théories les plus audacieuses confirmées par la réalité. L'isolement de la famille devint total quand la tempête atteignit son paroxysme. Toute communication avec l'extérieur était impossible,
Les chemins impraticables, et même le système de signalisation optique de la forge, ne fonctionnaient plus à cause de la densité des chutes de neige qui réduisait la visibilité à quelques mètres. Cette coupure complète avec le monde extérieur créait une atmosphère étrange où la famille vivait dans un cocon silencieux et chaud au cœur d'un enfer blanc qui faisait rage à quelques mètres au-dessus de leur tête. « C'est comme si nous étions les derniers humains sur Terre », murmurait Louise, 16 ans, en regardant par le hublot, réduit qui constituait leur unique fenêtre donnant sur l'extérieur. Cette perception apocalyptique n'était pas exagérée. Dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres, leur habitation était probablement le seul refuge humain encore habitable. Les villages environnants, construits selon les modèles traditionnels dans des vallées encaissées, étaient certainement ensevelis sous la neige ou abandonnés par leurs habitants terrifiés. Les nouvelles qui leur parvenaient sporadiquement par les correspondances de Jean-Baptiste, quand le service postal pouvait encore fonctionner, confirmaient l'ampleur de la catastrophe européenne. Ses collègues observateurs de Norvège rapportaient des accumulations de neige de plus de 8 mètres qui bloquaient complètement les communications entre les villes. Un météorologiste amateur de Prusse décrivait des villages entièrement ensevelis où seules dépassaient les cheminées des maisons. Un correspondant suisse signalait que même les routes d'altitude étaient devenues impraticables pour plusieurs mois. En France, la situation était particulièrement dramatique dans les régions traditionnellement habitées. Les villages du Nord, avec leurs constructions hautes et leurs rues étroites, se transformaient en pièges mortels où la neige s'accumulait jusqu'au toit. Les vallées de l'Est devenaient des couloirs de vent qui concentraient les congères en avalanches urbaines. Les villes des plaines, privées de la protection naturelle des reliefs, subissaient de plein fouet les vents glacés qui rendaient toute sortie extérieure mortelle. Maroilles, l'ancien village de la famille Laforge, vivait un cauchemar que ses habitants n'auraient jamais pu imaginer. Les lettres qui parvenaient épisodiquement au plateau de Champagne-Ardenne décrivaient une communauté assiégée par les éléments, où les maisons disparaissaient progressivement sous la neige, où les provisions s'épuisaient, faute de pouvoir se ravitailler, et où les habitants se terraient dans leurs caves, en attendant une hypothétique amélioration des conditions météorologiques. « Mes chers Jean-Baptiste et Marie-Claire », écrivait le maire de Lattre dans une lettre datée du 2 janvier 1881, « nous comprenons maintenant votre sagesse apparente. Notre village est enseveli sous plus de 3 mètres de neige, nos rues sont impraticables et plusieurs toitures se sont effondrées sous le poids. Nous avons dû abandonner nos maisons pour nous réfugier dans l'église qui reste le seul bâtiment encore accessible. Vos prédictions se réalisent, hélas, avec une précision terrifiante. Priez pour nous qui n'avons pas eu votre clairvoyance. » Ces témoignages bouleversants confirmèrent que la décision apparemment folle de Laforge était en réalité un acte de prescience qui avait sauvé sa famille d'un sort probablement fatal. Tandis que leurs anciens voisins luttaient pour leur survie dans des conditions épouvantables, les Laforge vivaient dans un confort relatif grâce aux préparatifs méticuleux qui avaient été jugés excessifs par tous leurs contemporains. Cette validation tragique de son intuition remplissait Jean-Baptiste d'un mélange de satisfaction intellectuelle et de compassion douloureuse pour ceux qui souffraient. Le système d'autosuffisance qu'il avait mis en place révélait toute son efficacité durant cette épreuve extrême. Les réserves alimentaires, calculées pour 2 années d'isolement complet, permettaient de nourrir correctement toute la famille sans aucune restriction. L'élevage souterrain fournissait des produits frais, lait de chèvre, œufs de lapin, et même de la viande fraîche grâce aux animaux qu'il fallait parfois abattre pour économiser les réserves de fourrage. Le puits privé garantissait un approvisionnement en eau pure et abondante, luxe impensable pour les populations urbaines coupées de leur réseau de distribution. L'organisation de la vie quotidienne dans l'habitation semi-enterrée révélait également la sagesse des choix architecturaux de Laforge. La disposition en étoile des pièces autour de la cheminée centrale créait des espaces fonctionnels où chaque membre de la famille pouvait maintenir ses activités malgré l'enfermement forcé. Auguste continuait ses études techniques en concevant des améliorations pour l'exploitation. Louise perfectionnait ses compétences culinaires en expérimentant de nouvelles recettes avec les produits disponibles. Les plus jeunes développèrent leurs connaissances grâce aux livres que leur père avait accumulés.
transformant cette réclusion en période d'apprentissage intensif. Cependant, l'épreuve psychologique de cette tempête interminable testait les limites de résistance mentale de tous les membres de la famille. L'impossibilité de sortir, le bruit permanent du vent, l'incertitude sur la durée de cette situation exceptionnelle créaient une tension nerveuse qui explosait parfois en disputes familiales. « Quand cela finira-t-il » s'exclamait Marie-Claire lors de ces moments de découragement. « Sommes-nous condamnés à vivre comme des taupes pour le reste de nos jours ?» Ces moments de faiblesse, compréhensibles après des semaines d'enfermement, étaient apaisés par la sagesse tranquille de Jean-Baptiste qui rappelait à tous que cette épreuve, si terrible soit-elle, était temporaire et que leur survie dépendait de leur capacité à maintenir leur cohésion familiale. Paragraphe 6. La fin janvier 1881 vit enfin s'amorcer une accalmie dans la tempête qui ravageait l'Europe depuis plus d'un mois, permettant à la famille Laforge de sortir pour la première fois de leur refuge pour évaluer l'ampleur des transformations que la nature déchaînée avait imposées à leur environnement. Le spectacle qui s'offrit à leurs yeux dépassait leurs prévisions les plus pessimistes. Leur plateau de Champagne-Ardenne était devenu un océan blanc aux ondulations figées, où seules émergeaient encore les constructions les plus hautes de leur exploitation, créant un paysage d'une beauté arctique, mais d'une hostilité terrifiante. « Regardez bien ce que nous avons évité », déclara solennellement Jean-Baptiste à ses enfants ébahis, qui découvraient, pour la première fois, l'ampleur de la catastrophe. Si nous avions gardé notre ferme du Nord, avec ses bâtiments hauts et ses cours encaissés, nous serions probablement morts, ensevelis depuis des semaines. Ici, sur ce plateau que tous appelaient « maudit », la neige se répartit uniformément et nous pouvons encore circuler grâce à nos chemins surélevés. Cette leçon pratique de géographie appliquée marquait profondément les enfants qui comprenaient enfin la géniale anticipation de leur père. Les premières sorties de reconnaissance révélèrent que leur système de survie fonctionnait parfaitement, malgré des conditions d'une rigueur inimaginable. Les animaux protégés dans leurs étables semi-enterrées avaient tous survécu en bonne santé grâce au système de chauffage par circulation d'air chaud. Le puits, protégé par un système de couverture isolante conçu par Laforge, n'avait pas gelé et continuait à fournir une eau pure et abondante. Les réserves alimentaires demeuraient largement suffisantes pour plusieurs mois supplémentaires d'isolement complet. Cependant, la vraie révélation de ces premières sorties fut la découverte des traces d'autres survivants. En explorant les environs immédiats de leur installation, la famille découvrit des empreintes humaines récentes dans la neige, puis des signaux de fumée provenant d'un bosquet situé à environ 2 km de leur position. Ces signes de vie révélaient que d'autres personnes avaient cherché refuge dans cette région réputée déserte, probablement des voyageurs ou des réfugiés fuyant la catastrophe qui frappait les zones habitées. L'enquête menée par Auguste et Pierre, les deux fils aînés, révéla une situation dramatique. Une famille de réfugiés parisiens, les Dubois, s'était installée de fortune dans les ruines d'une ancienne bergerie, survivant tant bien que mal grâce à des provisions de voyage largement insuffisantes pour affronter cette crise prolongée. Cette famille, composée des parents et de 3 enfants en bas âge, était dans un état de dénuement total qui nécessitait une intervention urgente pour éviter une tragédie humanitaire. Jean-Baptiste n'hésita pas un instant. Nous ne pouvons pas laisser mourir de froid et de faim ces malheureux qui ont eu la même intuition que nous, mais pas les moyens de s'y préparer. Cette décision de partager leurs réserves avec des inconnus en détresse révélait la générosité naturelle de cet homme qui, malgré sa réputation d'original, restait profondément attaché aux valeurs de solidarité humaine. L'opération de sauvetage fut organisée immédiatement malgré les risques que représentait un déplacement dans ces conditions extrêmes. Le sauvetage de la famille Dubois constitua une épopée en soi qui révéla toute l'ingéniosité technique de Laforge. Utilisant un traîneau qu'il avait fabriqué durant l'automne en prévision de telles situations, il organisa un convoi de secours avec ses fils aînés pour transporter les réfugiés jusqu'à leur habitation. Cette opération, menée par des vents encore violents et dans une neige qui atteignait parfois 2 mètres de profondeur, nécessita 6 heures d'efforts acharnés pour couvrir 2 kilomètres. L'arrivée des Dubois dans l'habitation semi-enterrée des Laforge marqua un tournant dans cette aventure de survie qui devenait soudain collective. Henri Dubois,
ingénieur parisien de 40 ans, et son épouse Marguerite, institutrice, avaient fui la capitale avec leurs 3 enfants quand ils avaient compris que la tempête risquait de s'éterniser et de créer des conditions de survie impossibles en milieu urbain. Leur témoignage sur la situation dans Paris révéla l'ampleur de la catastrophe nationale que vivait la France. « Monsieur Laforge, expliquait Henri Dubois avec émotion, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe dans les villes. Paris est paralysé depuis des semaines. Les trains ne circulent plus. Les approvisionnements sont coupés, et la population commence à manquer de tout. Quand nous avons entendu parler d'un homme qui s'était installé dans les plaines désertes en prévision d'une catastrophe climatique, nous avons pensé que notre salut était peut-être là. Nous n'imaginions pas trouver une installation si parfaitement conçue pour cette situation. L'intégration de cette famille supplémentaire dans l'économie de survie des Laforge nécessita des ajustements techniques et logistiques qui révélèrent une fois de plus l'adaptabilité exceptionnelle du patriarche. L'espace habitable fut réorganisé pour accueillir 8 personnes supplémentaires. Le système de chauffage fut optimisé pour maintenir une température confortable malgré l'augmentation des besoins. Et surtout, les réserves alimentaires furent recalculées pour garantir la survie de tous jusqu'à l'amélioration des conditions climatiques. Cette cohabitation forcée créa une micro-société extraordinaire où se mêlaient les compétences pratiques des Laforge, développées par des années d'adaptation à ce milieu hostile, et les connaissances techniques et culturelles des Dubois, représentants de la bourgeoisie parisienne éduquée. Henri Dubois apportait ses compétences d'ingénieur pour améliorer les systèmes mécaniques de l'exploitation, tandis que Marguerite organisait l'éducation des enfants selon des méthodes pédagogiques modernes qui enrichissaient la formation des jeunes Laforge. Les soirées dans la grande pièce commune de l'habitation semi-enterrée devenaient des moments de partage culturel extraordinaires, où se mêlaient les récits de Jean-Baptiste sur ses observations météorologiques, les connaissances scientifiques d'Henri Dubois, les histoires traditionnelles que racontait Marie-Claire et les nouvelles du monde extérieur qu'apportaient les rares correspondances qui parvenaient encore à leur parvenir. Cette richesse des échanges transformait leur isolement forcé en une expérience humaine d'une densité exceptionnelle. Cependant, les nouvelles qui continuaient à arriver de l'extérieur révélaient que leur situation de survivants privilégiés contrastait dramatiquement avec le sort de millions d'Européens qui subissaient cette catastrophe climatique sans y être préparés. Les témoignages fragmentaires qui leur parvenaient dessinaient le tableau d'un continent paralysé où les communications étaient coupées, les approvisionnements interrompus et les populations urbaines menacées de famine. Cette réalité tragique donnait une dimension supplémentaire à leur aventure. Ils n'étaient plus seulement des survivants, mais aussi les témoins privilégiés d'une catastrophe historique d'une ampleur inouïe. Paragraphe 7. L'arrivée du printemps 1881 ne marqua pas, contrairement aux attentes, la fin de l'épreuve climatique qui frappait l'Europe. Les températures, bien qu'en légère hausse, demeuraient largement négatives. Et surtout, l'énorme masse de neige accumulée durant l'hiver créait ses propres phénomènes météorologiques qui prolongeaient artificiellement les conditions hivernales. Jean-Baptiste Laforge, scrutant quotidiennement l'évolution de la situation grâce à ses instruments de mesure, comprenait que cette catastrophe revêtait une dimension historique qui dépasserait largement la simple anomalie saisonnière qu'il avait initialement prévue. Nous assistons à un changement climatique majeur, expliquait-il à ses hôtes réunis dans la pièce commune de leur refuge. Cette masse de neige de plusieurs mètres d'épaisseur qui recouvre l'Europe entière modifie complètement les échanges thermiques entre la Terre et l'atmosphère. Elle va mettre des mois à fondre, créant un refroidissement général qui va prolonger les conditions hivernales jusqu'en été. Cette analyse, d'une pertinence remarquable pour l'époque, révélait que ce visionnaire avait anticipé non seulement l'événement climatique initial, mais aussi ses conséquences à long terme. Les nouvelles qui parvenaient sporadiquement de l'extérieur confirmaient cette analyse pessimiste. Un correspondant de Norvège rapportait que la fonte des neiges créait des inondations catastrophiques qui détruisaient les infrastructures épargnées par la tempête hivernale.
un observateur allemand décrivait des famines urbaines causées par l'interruption totale des communications entre les campagnes productrices et les villes consommatrices. Un collègue suisse signalait que même les cols de haute montagne, habitués aux conditions extrêmes, demeuraient impraticables en raison d'accumulation de neige dépassant toutes les statistiques historiques. La France vivait sa plus grave crise depuis les invasions napoléoniennes. Les télégrammes officiels qui parvenaient encore à circuler par des moyens exceptionnels révélaient un pays paralysé où l'autorité centrale avait perdu tout contrôle sur de vastes régions devenues inaccessibles. Le gouvernement de la République, installé à Paris, tentait de coordonner les secours depuis une capitale elle-même, assiégée par les éléments et coupée de ses provinces par l'interruption complète des transports ferroviaires et routiers. Dans ce contexte apocalyptique, l'installation de la famille Laforge était devenue un phare de survie qui attirait progressivement d'autres réfugiés. Au cours du mois de mars 1881, 3 nouvelles familles trouvèrent un refuge dans leur domaine. Les Martins, paysans des Vosges, qui avaient fui leurs montagnes devenues inhabitables, les Lemaire, artisans de Reims qui avaient abandonné leur ville ensevelie, et les Roussel, commerçants de Châlons-en-Champagne, qui cherchaient un abri temporaire en attendant la réouverture des routes commerciales. Cette immigration de détresse transforma le plateau de Champagne-Ardenne en une communauté de survie de 35 personnes qui constituaient probablement l'un des rares groupements humains stables de toute la région. L'organisation de cette micro-société révéla les qualités de leadership naturel de Jean-Baptiste Laforge, qui, reconnu par tous comme le visionnaire ayant rendu possible cette survie collective, devint spontanément le coordinateur de cette communauté improvisée. La gestion des ressources nécessita des prodiges d'ingéniosité pour nourrir, loger et chauffer 35 personnes avec des moyens initialement prévus pour une famille de 7 membres. Laforge organisa un système de rationnement équitable qui garantissait la survie de tous, tout en préservant des réserves pour les mois difficiles qui s'annonçaient encore. Les compétences variées des réfugiés furent mobilisées pour améliorer constamment les conditions de vie. Les Martins apportaient de leur expertise agricole, les Lemaire leur talent d'artisan, les Roussel leur connaissance commerciale pour organiser les échanges avec l'extérieur quand il redeviendrait possible. L'expansion de l'habitat pour accueillir cette population croissante révéla une fois de plus le génie pratique de Laforge. Utilisant la technique de construction semi-enterrée qu'il maîtrisait désormais parfaitement, il dirigea les travaux d'agrandissement qui créèrent de nouvelles chambres, de nouveaux ateliers et même une salle commune plus vaste creusée dans la craie tendre du plateau. Ces travaux, menés par des températures encore très négatives, constituaient un défi technique extraordinaire qui souda encore davantage cette communauté unie par la nécessité. L'aspect le plus remarquable de cette expérience collective fut la création spontanée d'une société démocratique miniature où les décisions importantes étaient prises en assemblée générale. Laforge, malgré son autorité naturelle de fondateur et sa compétence technique incontestée, refusait d'imposer ses vues et préférait convaincre par l'argumentation et l'exemple. « Nous vivons une expérience unique », déclarait-il lors de ses réunions communautaires. Celle d'une société réduite à l'essentiel où chacun doit contribuer selon ses moyens pour la survie de tous. L'éducation des enfants devint une priorité collective qui mobilisait toutes les compétences adultes de la communauté. Marguerite Dubois, institutrice diplômée, organisa une école improvisée où les enfants de toutes les familles recevaient un enseignement adapté à leur situation exceptionnelle. Cette éducation mêlait les savoirs traditionnels, les compétences pratiques nécessaires à la survie dans ce milieu hostile et surtout une formation à l'observation scientifique inspirée des méthodes de Jean-Baptiste Laforge. Les soirées communautaires dans la grande salle commune creusée dans la craie devenaient des moments de partage culturel d'une richesse extraordinaire. Chaque famille apportait ses traditions, ses connaissances, ses histoires, créant un patrimoine commun qui enrichissait tous les membres de cette société improvisée. Les récits de Jean-Baptiste sur ses années d'observation météorologique alternaient avec les contes traditionnels des paysans vosgiens, les souvenirs urbains des artisans rémois et les anecdotes commerciales des marchands chalonnais. Cette micro-société développa également ses propres rituels et célébrations adaptés à sa situation exceptionnelle. Les anniversaires étaient célébrés communautairement avec les moyens disponibles, créant des moments de joie
qui contrastait avec la dureté des conditions extérieures. Les fêtes traditionnelles françaises étaient maintenues et adaptées, affirmant la continuité culturelle malgré l'isolement géographique et temporel que vivait cette communauté. Cependant, cette réussite sociale remarquable ne masquait pas les défis considérables qui attendaient encore cette communauté de survie. Les réserves alimentaires, même gérées avec la plus stricte économie, s'amenuisaient progressivement. La fonte des neiges, quand elle interviendrait, créerait probablement des problèmes d'inondation et de circulation, qui compliqueraient les tentatives de reconnexion avec le monde extérieur. Et surtout, l'incertitude sur la durée de cette crise climatique exceptionnelle pesait sur le moral de tous les membres de cette communauté qui vivaient dans l'attente anxieuse d'un retour à la normalité dont personne ne pouvait prédire l'échéance. Paragraphe 8. L'été 1881 apporta enfin les premiers signes tangibles d'amélioration climatique, mais la fonte de l'énorme masse de neige accumulée durant plus de 6 mois créa de nouveaux défis pour la communauté de survie que dirigeait Jean-Baptiste Laforge. Les températures, bien qu'encore largement inférieures aux moyennes saisonnières habituelles, atteignaient désormais des valeurs positives qui déclenchaient un processus de dégel aussi spectaculaire que problématique. Cette fonte massive transformait le plateau de Champagne-Ardenne en un marécage temporaire où l'eau ruisselait de toutes parts, créant des conditions de circulation encore plus difficiles que durant la période de gel. Voilà maintenant le second défi que nous devons relever, expliquait Laforge à sa communauté réunie en assemblée extraordinaire. Après avoir survécu au froid et à l'isolement, nous devons maintenant gérer l'inondation et organiser notre reconnexion avec le monde extérieur. Cette nouvelle phase de leur aventure nécessitait des compétences différentes de celles qui leur avaient permis de survivre à l'hiver, révélant une fois de plus la capacité d'adaptation remarquable de ce visionnaire qui avait prévu même les conséquences de la fonte des neiges dans ses calculs initiaux. Le système de drainage qu'il avait discrètement aménagé autour de leur installation durant l'automne 1880 révéla alors toute son utilité. Ces canalisations souterraines, creusées dans la craie poreuse du plateau, dirigeaient l'eau de fonte vers des points de collecte naturels qui évacuaient le surplus vers les nappes phréatiques profondes. Cette ingénierie préventive évitait que leur habitation semi-enterrée ne se transforme en piscine souterraine, risque mortel que n'avaient pas anticipé la plupart des autres survivants de la région. Les premières reconnexions avec l'extérieur révélèrent l'ampleur extraordinaire de la catastrophe qui avait frappé l'Europe entière. Les messagers qui commençaient à circuler de nouveau sur des chemins encore très difficiles apportèrent des nouvelles qui confirmaient les prévisions les plus pessimistes de Laforge. Des régions entières avaient été complètement dépeuplées. Leurs habitants soit morts de froid et de faim, soit réfugiés vers des zones plus clémentes. L'économie européenne était entièrement désorganisée, les réseaux de transport détruits et les gouvernements luttaient pour maintenir un semblant d'autorité sur des territoires devenus incontrôlables. La France avait particulièrement souffert de cette catastrophe climatique. Paris, coupé du reste du pays pendant des mois, avait connu des émeutes de la faim qui avaient nécessité l'intervention de l'armée pour maintenir l'ordre public. Les départements du Nord et de l'Est étaient pratiquement dépeuplés, leurs habitants ayant fui massivement vers les régions méridionales où les conditions climatiques étaient restées plus supportables. L'industrie française, privée de charbon et de matières premières par l'interruption des transports, avait virtuellement cessé de fonctionner pendant plusieurs mois. Dans ce contexte de chaos généralisé, la communauté organisée par Laforge représentait un îlot de stabilité et de prospérité relative qui attirait l'attention des autorités renaissantes. Le préfet de la Marne, en tournée d'inspection pour évaluer les dégâts dans son département, découvrit avec stupéfaction cette micro-société de 35 personnes qui avait non seulement survécu à la catastrophe, mais prospéré dans des conditions qui avaient décimé le reste de la population régionale. Monsieur Laforge, déclara solennellement le préfet Beaumont lors de sa visite officielle en août 1881, vous avez accompli un miracle de prévoyance et d'organisation qui honore la France. Votre exemple prouve que l'intelligence humaine peut triompher des pires adversités naturelles quand elle s'appuie sur l'observation scientifique et la solidarité collective.
Cette reconnaissance officielle marquait la fin de l'époque où Laforge était considéré comme un original fou et le début de sa consécration comme génie visionnaire. La communauté du plateau devint rapidement un centre de ralliement pour les survivants dispersés de toute la région. L'organisation efficace mise en place par Laforge, la sécurité alimentaire qu'il avait garantie, et surtout les compétences techniques accumulées durant ces mois d'isolement, attiraient tous ceux qui cherchaient à reconstruire leur existence après la catastrophe. Cette immigration volontaire transforma progressivement leur refuge temporaire en un village permanent qui allait devenir un modèle d'organisation communautaire. Le développement de ce nouveau village nécessita une expansion considérable des infrastructures originelles. Laforge dirigea les travaux d'aménagement qui créèrent un véritable bourg souterrain, avec des rues couvertes, des ateliers spécialisés, des entrepôts, et même une petite église creusée dans la craie où officiait l'abbé Moreau, ancien curé de Marouaille, qui avait rejoint la communauté après l'abandon de son village natal. Cette architecture troglodytique, adaptée aux conditions climatiques extrêmes, préfigurait les techniques de construction bioclimatique qui ne seraient redécouvertes qu'1 siècle plus tard. L'agriculture développée par la communauté révolutionna les pratiques agricoles de la région. Les techniques d'amendement et de fertilisation mises au point par Laforge transformèrent la terre crayeuse réputée stérile en sol d'une productivité remarquable. Ces méthodes de culture sous abri, d'irrigation contrôlée et de rotation des cultures adaptées au climat continental rigoureux attirèrent l'attention d'agronomes venus de toute l'Europe pour étudier ces innovations. Cette réussite agricole prouvait définitivement que les terres maudites de Champagne-Ardenne n'attendaient qu'une approche scientifique pour révéler leur potentiel productif. L'impact économique de cette expérience dépassa rapidement le cadre local. Les produits agricoles de qualité exceptionnelle que produisait la communauté trouvaient des débouchés jusqu'à Paris, où ils étaient recherchés pour leur goût authentique et leur mode de production innovant. Les techniques artisanales développées par les réfugiés créaient des objets uniques, qui attiraient une clientèle aisée fascinée par cette société alternative née de la catastrophe climatique. L'organisation sociale de la communauté devenait également un modèle étudié par les sociologues et les politiques de l'époque. Cette microdémocratie, où les décisions étaient prises collectivement, où les ressources étaient partagées équitablement, et où chacun contribuait selon ses capacités à l'œuvre commune, incarnait les idéaux républicains dans leur forme la plus pure. Des délégations de parlementaires et d'intellectuels venaient étudier ce socialisme pratique qui fonctionnait sans contrainte ni autorité imposée. Cependant, cette réussite spectaculaire ne faisait pas oublier à Laforge les leçons de la catastrophe qu'ils avaient traversée. Dans les conférences qu'il donnait désormais devant des publics savants venus l'écouter, il rappelait constamment que cette tragédie climatique n'est probablement pas unique dans l'histoire de notre planète. D'autres catastrophes similaires peuvent survenir, et l'humanité doit apprendre à les anticiper plutôt qu'à seulement les subir. Cette philosophie de la prévention scientifique allait inspirer toute une génération de météorologistes et de géographes. L'exemple de la communauté Laforge influença également le développement de nouvelles politiques publiques d'aménagement du territoire. Les autorités françaises, conscientes des vulnérabilités révélées par la catastrophe de 1880-1881, lancèrent des programmes de diversification de l'habitat rural et de création de refuges climatiques dans les régions exposées aux risques météorologiques extrêmes. Ces politiques préventives, inspirées directement de l'expérience du plateau de Champagne-Ardenne, contribuèrent à réduire la vulnérabilité de la population française face aux aléas climatiques futurs. Paragraphe 9. L'automne 1882 marqua la première commémoration officielle de ce qui était désormais appelé l'hiver du grand gel dans les annales météorologiques européennes, événement climatique qui avait confirmé de manière spectaculaire les théories prophétiques de Jean-Baptiste Laforge et transformé cet ancien paysan fou en célébrité internationale. La communauté qu'il dirigeait sur le plateau de Champagne-Ardenne était devenue un lieu de pèlerinage scientifique où se rendaient météorologistes, géographes, sociologues et hommes politiques venus étudier cette expérience unique de survie collective et d'innovation sociale. L'impact scientifique de l'aventure de Laforge dépassa largement le cadre anecdotique pour révolutionner l'approche de la météorologie prévisionnelle en Europe. Ses méthodes d'observation,
Ses corrélations entre phénomènes apparemment indépendants et surtout sa capacité à anticiper des événements climatiques majeurs à partir de signes subtils inspirèrent toute une génération de chercheurs. L'Académie des sciences de Paris lui décerna une médaille d'honneur pour sa contribution exceptionnelle à la science météorologique et à la prévention des catastrophes naturelles. M. Laforge a démontré, déclarait le professeur Faye, astronome et météorologiste de renom, lors de la cérémonie de remise de cette distinction, que l'observation patiente et méthodique de la nature peut permettre d'anticiper ses colères les plus terribles. Ces prédictions, jugées folles par ses contemporains, se sont révélées d'une précision prophétique qui honore l'esprit scientifique français. Cette reconnaissance académique consacrait définitivement la transformation du paysan visionnaire en figure respectée de la science européenne. L'influence de l'expérience sociale menée sur le plateau s'étendait également au domaine politique et philosophique. Les penseurs socialistes de l'époque voyaient dans cette communauté égalitaire et prospère la preuve que leurs idéaux n'étaient pas utopiques, mais pouvaient fonctionner concrètement quand les circonstances l'exigeaient. Louise Michel elle-même rendit visite à Laforge en 1883, déclarant que cette communauté née de la nécessité montre la voie vers une société plus juste où l'entraide remplace la compétition destructrice. Cependant, Laforge restait modeste face à ses honneurs et concentrait son attention sur l'avenir plutôt que sur les louanges du passé. Ces nouvelles observations météorologiques l'inquiétaient. Il percevait dans l'évolution des patterns climatiques des signes qui annonçaient d'autres bouleversements majeurs pour les décennies à venir. Le grand gel de 1880-1881 n'était qu'un avertissement, expliquait-il aux scientifiques qui venaient le consulter. La nature nous prépare d'autres épreuves que nous devons apprendre à anticiper. Cette prescience l'amena à développer un réseau international d'observations météorologiques qui préfigurait les services météorologiques modernes. En correspondance avec des observateurs de toute l'Europe, il créa un système d'alerte précoce qui permettait de diffuser rapidement l'information sur les phénomènes climatiques dangereux. Ce réseau, financé en partie par les gouvernements européens reconnaissants, sauva des milliers de vies lors des tempêtes et vagues de froid qui frappèrent l'Europe durant les années 1880. Le village qu'il avait créé continuait à prospérer et à servir de modèle d'organisation sociale. La population atteignait désormais près de 200 habitants qui vivaient dans une harmonie remarquable, partageant les ressources selon les principes égalitaires établis durant la période de survie. Cette micro-société était devenue entièrement autosuffisante. Elle produisait sa nourriture, fabriquait ses outils, éduquait ses enfants et même créait ses propres œuvres artistiques et littéraires. L'architecture souterraine développée par Laforge inspirait architectes et ingénieurs qui y voyaient une solution d'avenir pour les constructions en milieu hostile. Ces techniques de chauffage géothermique, d'isolation naturelle et de circulation d'air étaient étudiées et reproduites dans d'autres projets. Cette révolution architecturale, née de la nécessité, anticipait de plus d'un siècle les préoccupations écologiques modernes. L'éducation dispensée dans l'école de la communauté attirait l'attention des pédagogues progressistes de l'époque. Cette formation qui mêlait savoir traditionnel, observation scientifique, travaux manuels et responsabilité collective produisait des jeunes gens d'une maturité et d'une compétence exceptionnelles. Plusieurs anciens élèves de cette école devinrent plus tard des scientifiques, des ingénieurs ou des innovateurs sociaux reconnus. L'influence de Laforge s'étendait également au domaine de l'aménagement du territoire. Ses démonstrations sur la possibilité de valoriser les terres réputées stériles inspirèrent de vastes programmes de mise en valeur agricole dans toute l'Europe. Les techniques qu'il avait développées pour transformer la craie de Champagne en sol fertile furent adaptées à d'autres régions difficiles, contribuant à l'expansion agricole européenne de la fin du XIXe siècle. Sa philosophie de l'harmonie entre l'homme et la nature trouvait un écho croissant dans une époque marquée par l'industrialisation intensive et ses premières conséquences environnementales. Nous devons apprendre à vivre avec la nature, pas contre elle, répétait-il dans ses conférences. L'observation respectueuse de ces lois nous enseigne comment prospérer sans la détruire. Cette vision écologique avant la lettre influença toute une génération de penseurs et de scientifiques. L'héritage scientifique de Laforge
se matérialisait également dans les institutions qu'il contribua à créer. L'Observatoire météorologique de Champagne-Ardenne, établi sur son plateau, devint un centre de recherche européen de premier plan. L'Institut d'études climatiques qu'il fonda formait les futurs météorologistes selon ses méthodes d'observation globale et d'anticipation à long terme. Cependant, au-delà de ses réussites institutionnelles et scientifiques, l'exemple le plus durable de Jean-Baptiste Laforge restait humain. Il avait démontré qu'un homme ordinaire, armé de curiosité, de patience et de courage, pouvait défier la sagesse collective quand elle se trompait et sauver des vies par la seule force de sa conviction. Cette leçon de courage intellectuel et de responsabilité individuelle dépassait largement le cadre de la météorologie pour toucher à l'essence même de la condition humaine face à l'adversité. Paragraphe 10. L'hiver 1885 apporta la validation ultime de la vision prophétique de Jean-Baptiste Laforge quand une nouvelle vague de froid exceptionnelle frappa l'Europe, moins intense que celle de 1880-1881, mais suffisamment sévère pour tester les leçons apprises de la première catastrophe. Cette fois, grâce au réseau d'alerte précoce qu'il avait mis en place et aux mesures préventives inspirées de son exemple, l'Europe était préparée. Les pertes humaines furent minimales, les approvisionnements maintenus et les populations protégées dans des abris conçus selon ces principes architecturaux révolutionnaires. Voilà la preuve que l'intelligence humaine peut triompher de la fatalité naturelle, déclarait Laforge avec satisfaction en contemplant les rapports venus de toute l'Europe qui confirmaient l'efficacité des mesures préventives. Il y a 5 ans, nous étions seuls à survivre dans un continent dévasté. Aujourd'hui, des millions d'Européens vivent en sécurité grâce aux leçons de cette tragédie. Cette transformation d'une catastrophe personnelle en bénéfice collectif illustrait parfaitement sa philosophie de la responsabilité scientifique et sociale. La reconnaissance internationale de son œuvre atteignit son apogée quand il fut invité à présenter ses théories devant l'Exposition universelle de Paris de 1889. Son pavillon, reconstitution fidèle de l'habitation semi-enterrée qui avait sauvé sa famille, attira des millions de visiteurs fascinés par cette démonstration concrète de survie par l'intelligence. Les innovations techniques qu'il y présentait, chauffage géothermique, architecture bioclimatique, agriculture adaptée, inspirèrent ingénieurs et architectes du monde entier. L'impact de son exemple dépassait largement le domaine technique pour toucher à la philosophie de la relation entre l'humanité et son environnement. À une époque où l'industrialisation triomphante semblait promettre la domination totale de l'homme sur la nature, Laforge rappelait avec force que cette nature restait capable de se venger cruellement des imprudences humaines. La technique ne doit pas servir à dominer la nature, enseignait-il, mais à nous adapter intelligemment à ses lois immuables. Cette vision écologique avant-gardiste influença profondément les scientifiques et penseurs de la fin du XIXe siècle. Ses écrits sur l'équilibre nécessaire entre activités humaines et cycles naturels préfigurèrent les préoccupations environnementales qui ne deviendraient dominantes qu'un siècle plus tard. Son insistance sur l'observation patiente et respectueuse de la nature contrastait avec l'arrogance technologique de son époque et annonçait les remises en question écologiques du XXe siècle. Le village qu'il avait créé était devenu une prospère bourgade de plus de 1000 habitants, qui continuait à vivre selon les principes égalitaires et écologiques établis durant la période héroïque. Cette communauté, officiellement reconnue comme commune par les autorités françaises, servait de laboratoire social où s'expérimentaient de nouvelles formes de démocratie participative et d'économie coopérative. Son influence rayonnait sur toute la France rurale et inspirait la création d'autres villages organisés selon des principes similaires. L'école qu'il avait fondée était devenue un établissement d'excellence qui attirait des élèves de toute l'Europe. Cette institution unique, qui mêlait formation scientifique rigoureuse, apprentissage pratique et éducation civique démocratique, produisait des diplômés remarquables qui occupaient des postes de responsabilité dans toute l'Europe. L'influence pédagogique de Laforge contribuait ainsi à former une génération de leaders imprégnés de ses valeurs d'observation, d'adaptation et de solidarité. Sa famille, qui avait partagé son aventure extraordinaire,
était devenue elle-même une illustration vivante de la réussite de ces méthodes éducatives. Ces enfants, formés par cette expérience unique, étaient devenus des personnalités remarquables. Auguste, ingénieur innovant spécialisé dans l'architecture climatique, Louise, éducatrice reconnue qui diffusait les méthodes pédagogiques paternelles, Pierre, météorologiste qui continuait l'œuvre scientifique familiale, Marie, artiste qui immortalisait dans ses œuvres la beauté austère du plateau natal, Julien, agronome qui perfectionnait les techniques agricoles développées par son père. L'œuvre scientifique de Laforge continuait à porter ses fruits bien au-delà de sa disparition en 1897. Les institutions qu'il avait créées, les réseaux qu'il avait tissés, les méthodes qu'il avait développées constituaient un héritage durable qui influençait l'évolution de la météorologie européenne. Ses successeurs, formés selon ces principes, perfectionnaient constamment les systèmes d'alerte et de prévention qui protégeaient les populations contre les caprices climatiques. L'héritage humain de cette aventure extraordinaire dépassait même son impact scientifique et technique. L'exemple de cet homme qui avait osé défier la sagesse collective pour sauver sa famille, et indirectement, des milliers d'autres personnes, illustrait la valeur du courage intellectuel et de la responsabilité individuelle face aux défis collectifs. Cette leçon d'humanité, plus précieuse encore que ces innovations techniques, continuait à inspirer tous ceux qui, dans leur domaine, devaient choisir entre la conformité rassurante et la vérité difficile. Aujourd'hui encore, le plateau de Champagne-Ardenne porte la trace de cette aventure extraordinaire. Le village fondé par Laforge prospère toujours. Ses bâtiments semi-enterrés témoignent de son génie architectural et son observatoire météorologique continue de surveiller les colères du ciel. Cette permanence matérielle préserve la mémoire d'un homme qui prouva qu'en écoutant attentivement la nature et en ayant le courage de ses convictions, un individu peut changer le cours de l'histoire et sauver des vies que la routine et le conformisme auraient condamnées. L'histoire de Jean-Baptiste Laforge nous enseigne que les plus grandes vérités naissent souvent dans l'isolement et la contradiction, portées par des hommes que leur époque juge fous avant de les reconnaître comme visionnaires. Elle nous rappelle que face aux défis climatiques contemporains, nous avons encore besoin de ces observateurs patients qui savent lire dans les signes de la nature les avertissements que notre civilisation technologique tend à négliger. Car comme le disait ce paysan devenu prophète, la nature ne ment jamais, elle ne fait que répéter inlassablement ses leçons à ceux qui savent l'écouter.